Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité au Journal de l'économie. Voici le sommaire de ce numéro. Le Soudan est à la recherche de plus de 8 milliards de dollars pour relancer son économie. C'est ce que soutient le Premier ministre Abdallah Hamdok. La Côte d'Ivoire se lance dans le reboisement de son territoire. Le pays vise un taux de couverture forestière de 20% d'ici 2040. Enfin, le Ghana tente de diversifier son économie et de développer la culture du caoutchouc. Et nous démarrons par le Soudan qui a besoin de plus de 8 milliards de dollars pour relancer son économie. C'est ce que soutient en tout cas le nouveau Premier ministre Abdallah Hamdok. Selon ce dernier, les 8 milliards de dollars vont permettre au Soudan de couvrir sa facture d'importation au cours des 2 prochaines années. À en croire Abdallah Hamdok, le pays devra mobiliser près de 2 milliards de dollars en devises étrangères afin de ralentir la dépréciation de sa monnaie et de stabiliser le pays. Ancien cadre de l'ONU, Abdallah Hamdok a entamé, après sa prise de fonction à la tête du gouvernement soudanais, des pourparlers avec le FMI et la Banque mondiale. Ces nouvelles discussions visent à restructurer la dette du Soudan qui l'empêche, vous le savez, de bénéficier de nouveaux prêts de la part des 2 institutions de Bretton Woods. Le nouveau gouvernement soudanais aurait par ailleurs entamé des négociations avec les États-Unis afin de quitter la liste noire américaine des pays soutenant le terrorisme. Une mesure qui a isolé Khartoum de la majeure partie du système financier international depuis les années 1990. Les autorités ivoiriennes envisagent de reboiser une partie du territoire national afin d'atteindre un taux de couverture forestière de 20% d'ici 2040, ce qui devrait permettre au pays d'améliorer son image. En effet, avec 11% seulement de son territoire recouvert par les forêts, la Côte d'Ivoire détient l'un des taux de déboisement les plus élevés au monde. D'ici à 2040, la Côte d'Ivoire espère faire passer son taux de couverture forestière de 11 à 20%. Le pays qui détient l'un des taux de déboisement les plus élevés du monde se lance comme défi de reboiser une partie de son territoire avec pour leitmotiv la préservation, la réhabilitation et l'extension du couvert végétal. L'objectif est de doter le pays de 6 millions d'hectares de forêt à l'horizon 2040. Et le ton est déjà donné avec le ministère des Eaux et Forêts, dont les agents ont reboisé une partie du centre hospitalier régional de Ségala sur une superficie d'environ 3 hectares. Les autorités ivoiriennes mettent aussi l'accent sur la sensibilisation des populations à la pratique de l'agroforesterie ou à l'agriculture zéro déforestation afin de réduire le rythme de disparition des forêts. Pays de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire comptait dans les années 1960, 16 millions d'hectares de forêt. Une capacité qui est passée à moins de 2,5 millions d'hectares, en grande partie à cause de l'agriculture, de l'exploitation forestière et de l'extension des infrastructures qui ont contribué respectivement à 62, 18 et 10% à la déforestation du pays. Pourrait revenir plus cher aux consommateurs dans les années à venir, ceci à cause de l'augmentation des températures associées au changement climatique. En effet, selon certaines sources, un choc climatique chez un fournisseur majeur du fruit pourrait avoir des incidences sur les exportations mondiales et in fine sur les prix mondiaux. Parmi les menaces posées par le changement climatique sur l'industrie figure notamment l'intensification des sécheresses, l'apparition de cyclones ou encore le développement de certaines maladies. Et en ce moment justement,
justement, le secteur mondial de la banane doit faire face à la propagation d'une série de maladies dont la plus préoccupante est la jaunisse fusarienne. La culture du fruit est surtout concentrée dans les zones tropicales humides avec des exportateurs importants comme l'Équateur, les Philippines, le Costa Rica et aussi la Colombie. Direction maintenant le Ghana, un pays réputé pour son cacao, mais qui tente aujourd'hui de diversifier son économie et aussi de développer la culture du caoutchouc. Déjà, le pays bénéficie de conditions climatiques et d'un sol favorable. Mieux, les autorités ghanéennes sont prêtes à mettre en œuvre de nouvelles mesures pour justement dynamiser cette industrie. Aujourd'hui à l'abandon, cette usine de pneus de l'ouest du Ghana pourrait connaître une seconde vie. Des sites comme celui-ci pourraient bénéficier d'un programme du gouvernement ghanéen visant à encourager la production de caoutchouc. Objectif, diversifier l'économie du pays et réduire sa dépendance vis-à-vis du cacao. La production de caoutchouc va augmenter et en temps voulu, si nous, les autorités, les encourageons avec un bon retour sur investissement, de plus en plus d'agriculteurs vont l'adopter. Cela signifierait que l'industrie du caoutchouc, l'industrie du pneu et l'industrie de production du caoutchouc peuvent survivre. Avec une usine et une plantation importante, la société privée à capitaux étrangers, Ghana Rubber Estate Limited, ou GREL, est le leader du marché ghanéen de la production de caoutchouc depuis plus de 50 ans. Depuis de nombreuses années, GREL a aidé les agriculteurs locaux en leur proposant prêts et formations. Des milliers d'entre eux ont ensuite revendu leur caoutchouc à l'entreprise, qui était alors le seul acheteur du pays. Mais en 2016, après une chute internationale du prix du caoutchouc, certains ont commencé à vendre leur production brute à d'autres investisseurs étrangers. Le seul moyen de rétablir un système qui fonctionne bien est l'interdiction. L'interdiction de l'exportation des matières premières. Mais certains producteurs craignent le retour du monopole de GREL sur le marché national du caoutchouc. Pour eux, cela voudrait dire revenir à un système qui leur rapportait moins. Le gouvernement doit nous aider à ne pas inciter les investisseurs à abuser de nous. Les règles du jeu doivent être respectées pour que nous puissions tous vivre ensemble. La sève blanche qui s'écoule de ces arbres représente déjà une part de plus en plus importante de l'économie du Ghana. En 2017, les exportations ont représenté 93,5 millions de dollars contre 52,5 millions l'année précédente. Mais aujourd'hui, les agriculteurs veulent savoir dans quelles conditions ils pourront vendre leurs produits à l'avenir et à qui. Une petite pause à présent et on se retrouve pour la suite de ce journal de l'économie. Une pause qui nous a permis d'installer Kazmik Pédiop. Bienvenue à vous. Bonjour, merci. Avec vous, nous entamons une série de discussions sur ce que les pays signataires de la ZLECA pourraient tirer de la zone de libre-échange continentale africaine. Et nous démarrons aujourd'hui par l'Éthiopie. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que l'Éthiopie, poumon donc de l'économie au niveau de la région de l'Afrique de l'Est, représente un potentiel énorme donc pour non seulement les pays de la zone, mais aussi pour le continent africain. Déjà, avec une population donc de 105 millions d'habitants, l'Éthiopie paraît aujourd'hui comme ce pays qui pourra non seulement attirer les investisseurs, mais surtout partager la plus-value de son économie avec donc la région. Déjà, premier partenaire donc des pays comme la Chine, comme le Soudan, comme l'Érythrée, comme l'Égypte aussi, l'Éthiopie aujourd'hui veut multiplier les chances donc de pouvoir commercialiser avec les pays voisins en ce qui concerne donc la zone de libre-échange continentale. Donc voilà un peu ce qu'on peut déjà dire de ce pays-là de façon sommaire en ce qui concerne cet accord signé en février 2019. Il faut préciser, l'Éthiopie a ratifié donc cet accord en février dernier et paraît aujourd'hui comme un potentiel en ce qui concerne donc la zone de libre-échange continentale. On le sait, Kazmik Pédiop, l'Éthiopie est un pays historiquement déficitaire. Alors, comment est-ce qu'il peut arriver à renverser sa balance commerciale? C'est vrai, Inès, l'Éthiopie est un pays déficitaire en ce qui concerne donc sa balance commerciale. En effet, depuis donc des années, l'Éthiopie n'a pas pu renverser
renverser donc la tendance en ce qui concerne donc les importations et les exportations. Déjà, on annonce pour le compte de l'année 2017, selon donc la Banque mondiale, le pays donc a pu donc importer plus que donc exporter, ce qui présente un ratio commercial PIB de 31%. Donc véritablement, qu'est-ce que l'Éthiopie pourra aujourd'hui faire pour renverser donc la balance? Déjà compter sur le secteur de l'exploitation minière pour véritablement donc apporter de la plus-value à ces produits issus du sous-sol et aussi du sol. Du sol, je veux parler de l'agriculture. L'Éthiopie aujourd'hui est un grenier en ce qui concerne donc la production agricole, même si les aléas climatiques montrent un pays un peu donc enclin au réchauffement climatique. Au-delà de ça, l'Éthiopie pourra donc produire davantage au niveau donc du secteur secondaire pour donner de la plus-value donc à son économie. Quand on remonte un peu donc dans les produits par exemple que le pays essaie d'exploiter, nous avons le coton, nous avons donc le café, qui désormais pourra être des produits transformés par l'industrie et qui pourront donc être consommés par la population éthiopienne, mais aussi par le reste du continent. Au-delà de ça, l'Éthiopie, c'est surtout le secteur tertiaire avec son transport. Déjà, on annonce, le train express quitte déjà Addis Abeba pour donc rallier d'autres villes au niveau de la sous-région. Donc, le transport pourrait être déterminant dans les services que l'Éthiopie pourra donc partager avec les pays de la sous-région. Au-delà de ça, vous avez aussi le tourisme éthiopien, qui est aujourd'hui en nette croissance avec l'amélioration des infrastructures d'accueil, mais aussi des infrastructures de divertissement au niveau de ce pays. Et au-delà de ça, on annonce aussi la paix entre l'Éthiopie, l'Érythrée et l'Égypte pour l'exploitation donc de Nil en ce qui concerne donc le barrage hydroélectrique, et donc l'Éthiopie pourrait être la puissance énergétique au niveau de la région. Tout ceci pourra donc permettre à l'Éthiopie d'ici à là de renverser donc la tendance, pourquoi pas d'équilibrer déjà la balance commerciale pour véritablement afficher des perspectives heureuses en ce qui concerne donc la ZLECAf. Alors, avec tout ce que vous venez de dire, Kazmik Bedior, est-ce qu'on peut considérer l'Éthiopie comme une opportunité pour l'Union africaine? Bien sûr, Inès, l'Éthiopie est une opportunité pour l'Union africaine. Déjà, je le disais à l'entame, avec une population de 105 millions donc d'habitants, c'est 3 repas par jour et donc produit pour 400, plus de 400 millions donc de repas par jour représente un poids énorme, donc non seulement pour le pays, mais aussi pour des pays comme la Somalie, pour des pays comme le Soudan, comme pour des pays aussi comme l'Égypte, qui pourront donc exploiter ce potentiel. Au-delà donc de ce potentiel agricole, il faut dire que l'Éthiopie aujourd'hui pourra donc offrir ses services à l'Union africaine en ce qui concerne donc la plus-value, et désormais l'Éthiopie doit faire face à la réalité donc des exportations et diminuer donc les importations vis-à-vis des partenaires comme donc la Chine pour pouvoir véritablement profiter de cette zone de libre-échange. Déjà qu'on a signé donc des accords de libre-échange avec d'autres pays, je crois que l'Éthiopie pourra donc être cette opportunité pour donc les pays africains, pourquoi pas élargir certainement à d'autres pays asiatiques et européens. Merci beaucoup, Kazmik Bedior. Merci pour toutes ces explications. Quel sera le prochain pays sur la liste? Nous allons parler du Nigeria. Le Nigeria qui également a un potentiel démographique des plus énormes pour pouvoir voir si véritablement ce pays représente un poids majeur dans la ZLECAf. Merci beaucoup, Kazmik Bedior, et à bientôt. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous à la prochaine édition du Journal de l'économie avec le même plaisir.